Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous avez passé un magnifique week-end sous ce soleil breton qui a brillé sans compter. Allez, nous nous intéresserons ce matin au permis de conduire avant d'obtenir le précieux sésame. Ça bouchonne souvent pas mal dans les auto-écoles. Nous ferons le point sur ce marché qui change de forme avec Internet. Notre expert conso Olivier Dauvert nous expliquera ce que ça change concrètement. Virginie Jourdan, quant à elle, nous dira tout sur les bières 100% locales en Bretagne. Elle nous racontera notamment sa rencontre avec une brasseuse qui cultive elle-même son orge près de Rennes. Et puis en cette matinée, il sera aussi question de votre santé. Stéphanie Pontin, qui est naturopathe, organise cet été en Ille-et-Vilaine un stage de 3 jours consacré à l'endométriose afin de mieux vivre avec cette maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Enfin, le photographe et auteur Yann Peucat sera également des nôtres. Il nous invitera au voyage via son ouvrage La Bretagne sauvage, à la découverte des endroits les plus secrets et au plus proche de la nature de notre belle région. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, bienvenue à vous sur ce plateau. Oh, il y a des mines bronzées là. Oh là 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 là, il y en a qui sont allés à la plage. Non, Olivier décline toute responsabilité. Virginie, oui, je pense que vous avez bien profité. Juste une heure, voilà, Alors, une heure le samedi, une heure le dimanche. D'accord. Un petit bain, voilà. Soleil est consommé avec modération. Stéphanie, vous avez profité du beau temps ? Tout à fait, oui. Bon. Et puis Catherine, évidemment. Oui, Non, pas vraiment, sur le balcon alors. Oui, vite fait. Ça va Vite bien fait, ça va bien, impeccable. Oui, Ouais. bon, bah, super. Alors, le permis de conduire, ça vous a rappelé des vieux souvenirs ? Oui, c'est vrai que ça remonte à loin. Mais ouais, le permis de conduire, c'est quand même une responsabilité qu'on a quand on a son permis de conduire. Parce qu'on est quand même à bord d'une tonne de métal sur la voie publique. Donc, c'est pas anodin. On devient un danger public, parfois. Parfois, Ça peut, exactement. potentiellement. Et c'est pour ça que je me dis qu'en plus de tester notre connaissance du code de la route, peut-être ce serait bien de tester notre volonté réelle et sincère que de l'appliquer, ce code de la route, une fois qu'on a le permis. Parce vrai, que ça c'est pas pourrait tout être de bien. connaître les règles, il faut avoir vraiment envie de les appliquer. Parce qu'on envoie. Attention, on m'envoie quand même des comportements. Voilà. Donc il faudrait un test psychologique, je pense. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. Par exemple, moi, je suis... je vais parler de ce que je connais le mieux. J'ai une certaine tendance à la misanthropie, qui est vraiment soignée par cette émission, d'ailleurs, et je me surprends souvent d'apprécier les initiatives et les invités. Mais je sais que ma philanthropie naissante, grâce à Ensemble c'est mieux, ne tient qu'à un fil. Et que ce fil est coupé net quand je referme la portière de ma voiture. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on devient quelqu'un de différent quand on est dans une voiture. Un peu comme quand on est derrière un écran d'ordinateur, quoi. Et en général, cette personne différente n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. C'est un peu comme les Gremlins, en fait. Oui, c'est ça, vous fermez la exactement. porte. Et voilà, on a une sorte de bête sauvage qui C'est dort ça. en nous et qui peut se réveiller à tout moment dans une voiture. Donc voilà, faut faire attention. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un test psychologique, là, pour voir si on est vraiment opérationnel. Voilà, ça vous va ? Allez, lancez-vous, Allez. parce que c'est On y va, lundi tant matin, mieux. on est en super forme, on est prêt à répondre à toutes les questions. Super. Tadam, 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 tadam. Alors, Allez, on est prêt. un vélo Vas-y, sur attention. une piste cyclable, tas de questions. Un vélo sur une piste cyclable m'empêche de doubler par la droite. Réponse A, je fais le forcing. Réponse B, je roule sur le haricot central pour déplacer la voiture par la gauche. Ou réponse, j'ai dit quoi ? Ou réponse C, j'attends, on ne double pas par la droite. C'est dur d'attendre. Ouais. Oui, On est à je vélo ou note. dans la voiture Réponse A, je fais le forcing. Hein ? On est à vélo ou dans la voiture On est dans une voiture. On est dans Ah la oui, voiture. permis de conduire. D'accord, c'est permis de C'est le conduire. thème de l'émission, voiture. Elle n'a pas mis de chapeau, Virginie. Pourtant, j'ai mis c'est des ça. voitures sur ma chemise exprès Oui, pour, c'est vrai. pour vous aider. Mais bon. Indice, en bas de votre écran, sur la chemise d'Olivier. Un individu pressé me montre son majeur en doublant, tandis que je m'arrête à un feu orange. Réponse A, je redémarre au feu rouge, désormais, pour lui rendre son majeur accompagné des autres doigts, sous forme d'un point. Réponse B, j'attends qu'il soit un peu éloigné pour hurler des noms d'oiseaux, on ne sait jamais, ma vitre est peut-être ouverte. Ou réponse C, je prends une grande inspiration et je mets un disque de musique classique. Ou réponse D, les gens sont des cons pour moi. Parce que à chaque fois que ça nous arrive, on oui. oublie qu'on fait exactement Bah, c'est pareil. ça. Parce Mais que oui. vous avez des fois commencé à faire ce fameux majeur. Moi, alors non.
Si. Ou alors discrètement, vraiment, vous l'avez au vu niveau, Si. du levier de vitesse. Vous n'êtes pas crédible. Si vous avez Moi, je plusieurs mets disque de réponses musique A, classique, direct. Ah ouais, non, Si mais... vous Je avez descends de la plus de- voiture. Oui, mais t'étais déjà à pied. Je vais le voir et je vais lui dire, est-ce qu'il y a un problème, monsieur ou madame? Ah, tu fais de la communication. Ah, moi, je communique. Communication Ah, wow. positive. Ça, c'est les plus Empathie. insupportables, en fait, parce qu'ils C'est viennent la te réponse raconter D. la vie. Réponse D, vous mentez au quiz sur psychologie. Si vous avez une majorité de réponses A, félicitations, vous êtes un sociopathe. Donc vous pouvez rester devant la télé, ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Merci Catherine. Allez, on va continuer le test psychologique. On va voir ça justement tout de suite. Le permis de conduire en images. Et maman, tu m'amènes chez Kenza, s'il te plaît? Ah non, j'ai pas le temps. Mais maman! Bah, passe ton permis, ma chérie. Et oui, il faut s'y mettre. Chaque année, 1 million de personnes passent leur permis de conduire. Mais ce n'est pas toujours évident. Le 10 mars 1899, un décret a rendu obligatoire sur le territoire français le certificat de capacité pour tous les conducteurs. Mais c'est en 1922 que l'on décide d'appeler cela le permis de conduire. Depuis un siècle, on a eu le temps de peaufiner le sujet et le permis de conduire a bien évolué. Mais aujourd'hui, on en est où ? Pour passer son permis, il faut avoir 18 ans et un budget de 1 000 € en moyenne. Ce prix comprend l'examen théorique, le code, un forfait de 20 heures de conduite en auto-école et enfin l'examen pratique. Mais 20 heures, c'est rarement suffisant. Arrivent alors les heures supplémentaires, souvent hors de prix. Heureusement, d'autres options ont vu le jour. D'abord, des plateformes sur Internet qui proposent de préparer le code derrière votre écran, tranquillement installé dans votre canapé, ou de louer les services d'un moniteur. C'est 30 à 40% moins cher qu'une auto-école classique. Vous pouvez également choisir de passer le permis en candidat libre. Il vous faut vous inscrire vous-même auprès des organismes qui encadrent les épreuves. Il est possible de louer des voitures adaptées à l'apprentissage, c'est-à-dire avec des pédales à droite sous le siège passager. Seul inconvénient, c'est qu'il va falloir accepter les conseils de vos parents s'ils font office de formateur. Bon courage. En attendant, on vous souhaite bonne route et surtout, n'oubliez pas, attachez vos ceintures. Oui, attachez vos ceintures. N'oubliez pas, Olivier Dauvert, notre expert conso, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, La Laurence. façon de passer le permis Oui. de conduire, on l'a vu, change radicalement aujourd'hui, à tel point que les auto-écoles finalement classiques sont menacées par la concurrence d'Internet. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que on oui. peut décortiquer ce phénomène avec vous? Alors d'abord, je vais vous poser une question Dites-nous. pour démarrer, pour voir si vous avez bien écouté le sujet qui vient de passer. Combien de candidats passent leur permis de conduire chaque année? Je ne dis pas combien l'ont, mais Ah oui, combien c'est ça. le passent. Ouais. Parce que là, on a eu combien l'ont. C'est exactement ce que je voulais entendre. Donc effectivement, 1,5 million de candidats tentent chaque année d'avoir leur permis de conduire. Quand vous savez que ça leur coûte entre 1 000 € minimum et parfois plus, 1 200, 1 500 €, ça veut dire qu'on a face à nous un marché qui en réalité pèse 2 milliards d'euros chaque année. Donc c'est pas un petit marché, loin s'en faut. C'est un énorme marché, donc un marché forcément qui suscite des convoitises. Est-ce qu'il est en train de basculer vers Internet? Alors, pour qu'il n'y ait pas de méprise quand même, quand on dit que vous allez passer votre permis de conduire sur Internet, ça ne veut pas dire que vous allez le passer sur votre smartphone ou votre tablette Oui. tranquillement installée les fesses sur le canapé. Vous serez toujours dans une voiture avec un examinateur à votre droite. Donc c'est ce qui va changer, c'est la façon dont vous allez acheter la façon d'apprendre à conduire. Donc désormais, vous pouvez acheter cette prestation-là sur Internet, c'est sur des plateformes. Alors une plateforme, c'est quoi? C'est un lieu qui, dit un peu schématique, fait se rencontrer l'offre et la demande. La demande, c'est quoi? C'est les candidats qui veulent passer leur permis de conduire et qui veulent donc apprendre à conduire. Ils veulent acheter des heures. L'offre, c'est quoi? Ce sont des moniteurs d'auto-école indépendants qui se proposent, qui proposent leurs services via ces plateformes. Ces plateformes, c'est le lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Ça existe dans des tas de marchés, dans l'hôtellerie, ça existe pour le soutien scolaire. Si vous voulez acheter quelques heures de bricolage faites par quelqu'un qui habite près de chez vous, c'est la même chose. Ce sont des plateformes d'intermédiation. En matière de permis de conduire, ça s'appelle Ornicar, en voiture Simone ou le permis libre par exemple. Ça a comme conséquence de totalement perturber ce marché-là des auto-écoles qui étaient très nombreuses et on va le dire qui ronronnaient quand même pas mal depuis quelques décennies. Il y en avait 12 000 et malheureusement pour elles, chaque jour qui passe, il y en a plutôt de moins en moins que de plus en plus. Alors pour les candidats, est-ce qu'il y a un réel intérêt à passer plutôt par les plateformes Internet que par des auto-écoles classiques? Alors comme toujours, quand on achète quelque chose sur Internet, il y a en général deux types d'avantages.
le prix Ça et la oui. praticité. Ouais. Sur le prix, tout simplement, ces plateformes-là, les Ornicar en voiture Simone dont je vous ai parlé, n'ont pas d'agence physique, n'ont pas d'auto-école physique, donc déjà, elles sont moins chères à cause ou grâce à ça comparées aux auto-écoles classiques. Donc c'est la première explication au prix plus bas. La deuxième explication, c'est que les moniteurs ne sont pas des salariés, mais des travailleurs indépendants. Ça veut dire que le niveau des charges sociales qui pèsent sur ces moniteurs-là est beaucoup plus faible, donc ces plateformes peuvent vendre moins cher. Le deuxième avantage, c'est la praticité et on va dire le service. C'est quand même très pratique d'aller choisir les heures quand vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez même choisir le moniteur que vous voulez parce que vous allez regarder les avis positifs qu'il a, un peu comme quand vous achetez une nuit d'hôtel ou quand vous réservez dans un restaurant, vous regardez les avis. Eh bien là, on va pouvoir regarder les avis que le moniteur a eu, et on peut même choisir, si on le veut, si on est à cheval, sans mauvais jeu de mots sur ce sujet, on peut choisir sa voiture, puisque dans la façon de réserver l'heure de conduite que l'on va acheter chez ces plateformes-là, eh bien, on aura aussi le type de voiture sur laquelle on va conduire. Donc, vous voyez, ça donne en plus de transparence, donc du prix et de la transparence. Ouais, alors, à vous écouter, il n'y a que des avantages, finalement. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que des peut-être avantages, pas que. parce qu'il faut aussi aller un peu de l'autre côté du rideau. On l'a dit dans le sujet tout à l'heure, les forfaits en général sont vendus autour de 20 heures de conduite, ce qui permet à ces prestataires, à ces plateformes, C'est le d'afficher minimum, des 20 prix, heures. c'est le 20 heures, c'est minimum. le minimum, Et ça leur d'accord, permet ouais. d'afficher entre 700 et 800 euros pour passer votre permis de conduire, ce qui est quand même beaucoup moins cher que dans une auto-école classique. Sauf que la moyenne pour avoir son permis de conduire en France, c'est plutôt entre 30 et 35 heures. Ça veut dire qu'il va vous en manquer au compteur et qu'il va falloir en racheter sous forme d'heures supplémentaires. Et vous le savez, là. c'est comme pour le travail, les heures supplémentaires, ça coûte en général un peu plus cher que les heures normales. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Il y en a un deuxième inconvénient, on l'a évoqué un peu dans le sujet, c'est la notion de candidat libre. Parce que quand vous achetez des heures de conduite sur ces plateformes, vous n'êtes pas dans une auto-école. Donc vous n'avez pas des créneaux réservés pour passer votre permis de conduire de manière plus rapide. Vous êtes candidat libre, donc vous le passerez quand il y aura des trous dans l'emploi du temps de l'examinateur. Ah oui. Ce Et on qui peut veut dire attendre que longtemps vous ne serez pas prioritaire et qu'effectivement vous pouvez attendre plus longtemps en passant par ces plateformes que par des auto-écoles classiques. Cela dit, il en faut quand même beaucoup plus pour refroidir les candidats, puisque on estime désormais que 30 000 personnes passent chaque année leur permis en candidat libre. Ça veut dire que pour l'essentiel, c'est parce qu'elles sont passées par ces plateformes-là, que ce nombre double tous les ans. Donc ça va quand même très très vite. Et donc il y a objectivement de quoi inquiéter les auto-écoles. Voilà pourquoi aujourd'hui, elles remuent un peu de bruit médiatique autour de cette idée toute bête. On est en train de nous tuer, parce que oui, c'est vrai, ces plateformes vont causer la mort de nombreuses auto-écoles. Ça bouchonne beaucoup dans les auto-écoles. On estime à combien de temps l'attente avant de pouvoir passer le permis? Si vous avez justement, votre permis, si vous pouvez avoir un créneau moins de 4 semaines avant votre dernière leçon, vous êtes très très fort. Ah oui. Et ça peut atteindre plusieurs mois dans certaines régions où il y a un déficit d'examinateurs et une trop grande quantité de candidats. Parce qu'encore une fois, c'est l'offre et la demande. Ça marche toujours comme C'est ça. le marché. Et comme on ne peut pas acheter d'examinateur, eh bien, on patiente. Ah bon? Je croyais que c'était comme ça. Oui, c'est comme ça. Catherine, c'est comme ça que vous m'aviez dit? Réponse A, j'ai Réponse payé A, l'examinateur. J'ai payé l'examinateur. Voilà. Je l'ai soudoyé. Merci beaucoup, Olivier, pour ces explications. Alors, je connais un qui s'est prêté au jeu, et vous allez voir. C'est Billy. Il repasse son permis. Allez, hop. Bonjour Laurence, et bien du coup ce matin je vais relever le défi que vous m'avez lancé et donc ce matin je vais repasser le code de la route et le permis de conduire. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors Morgane est donc monitrice auto-école et donc ce matin elle va surveiller mon travail et savoir si je vais réavoir mon code et mon permis de conduire. Donc attention, hein, on est bien d'accord, c'est du faux, j'ai bien mon permis et là on est juste là pour pouvoir valider mes compétences ou pas. Donc on est parti pour ces 40 questions de ce matin. Allez, c'est parti. Je circule à 80 km/h, j'accélère. Oui. Réponse Donc A. là c'est un rond-point. Non. Tac, tac. Réponse B. Non, je dirais non. Je circule sur une route. Départementale. Réponse A. Alors là, National. le panneau est vert. Réponse B. Donc si c'est vert, on part À et grande là. circulation. Réponse C. Donc je dirais qu'on est sur une route départementale quand même, parce que c'est pas parce que... Ah, je sais pas. Ah, je dirais, allez, on va mettre national pour être... Mais bon, là, j'avoue, c'est dû un peu au pif. Hein. Sur ce coup-là, je sais pas, parce que c'est la direction aussi. L'étiquette énergie relative aux pneus permet de les choisir selon la sécurité. Énergie. Réponse A. Le bruit du roulement. Réponse B.
La consommation de carburant. Réponse C. Je dirais La pression consommation de maximale. carburant. Réponse Si. D. J'y connais rien, moi, au pneu. Qu'est-ce que tu veux? Je vais voir le mécano et c'est lui qui me fait le pneu. Hein. Si c'est... En sortant de Puy-en-Médoc, la route perd Ah son ouais. caractère prioritaire. Oh, ce panneau-là, ça veut Oui. dire quoi? Réponse A. Ah, je crois que... Non. Réponse B. Non, justement. Regarde le caractère prioritaire, je crois que c'est ça. Quand c'est ça, ça veut dire que c'est priorité sur la route principale, mais pas... Oh là, tourne Question à gauche. 40. Je m'engage. Alors... Je tourne à gauche. Je m'engage. Alors, devant, Oui. Réponse on n'a A. rien. Derrière, Non. on n'a rien. Réponse B. Je tourne à gauche, je m'engage. Bah oui. Sauf si l'autre, il arrive un petit peu trop vite en face. Ça, on le voit pas. Alors, je tourne à gauche, je m'engage... Oui. Alors, est-ce que j'ai mon code ou pas? Ça a été long. Alors, à ton avis, est-ce que tu as ton code? Je pense avoir fait quand même pas mal d'erreurs. Ouais. Là, c'est compliqué. Non, c'est un petit peu tordu quand même, les questions. Tordu, mais en fait, parce qu'en fait, tu ne regardes pas assez les images et tu lis pas suffisamment les questions. D'accord. Plein d'endroits, en fait, où tu t'es trompé parce qu'en fait, tu as été trop vite. Bon, alors, combien tu penses avoir fait de fautes? Honnêtement, Ouais. je pense que j'ai fait, Laurence, au moins 10 fautes. Sur 40, je pense au moins en avoir fait 10. Moi, je pense que tu en as fait au moins 15. 15 fautes. Alors du coup, je n'ai pas mon code de la route ce matin. du Parce qu'il faut savoir, c'est combien de fautes? Combien de fautes il faut faire? Avant d'accélérer, Moi, je dirais... il faut prendre en compte. Ah, elle me redonne une deuxième chance. Ouais, mais non, t'as Moi, pas je de deuxième crois chance. qu'aujourd'hui, pour avoir le code, il faut 5 fautes. Ah. Maximum. Ouais, Et c'est ça? ouais. Et donc là, effectivement, c'est mort. Bon. Eh bien, écoutez, Laurence, pour le code de la route, il va falloir que je reprenne quelques cours. Parce que là, ce matin, en compagnie de Morgane, eh ben, je n'ai pas mon code de la route. J'ai pas fait grand-chose, hein. C'est surtout toi. Hein. Non, Enfin, t'as pas fait grand-chose non plus, remarque. c'est hein. vrai. Ouais. Effectivement, j'ai pas fait grand-chose, je te remercie. Donc là, maintenant, on va passer à la pratique. Donc, je vais aller au volant. Et au volant, attention, parce que moi, je suis Michael Schumacher, donc je me débrouille sans problème. Ouais, enfin, Michael Schumacher, je suis pas sûre que ça soit le bon exemple non plus. Ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Donc, à tout à l'heure, Laurence. Au volant de la Formule 1, on va voir ce que ça donne. Waouh, on a peur. Bien sûr, c'est de la faute des questions. Hein, évidemment, elles sont trop tordues. Bah oui. Ils sont bizarres là, pourquoi les gens sont là aussi sur la route alors qu'ils veulent circuler Bah, c'est vrai, ça. et s'engager? On parlait de danger public tout à l'heure. Voilà. Mais pour sauver les auto-écoles, moi je recommande qu'on repasse régulièrement le code Oui, et le permis. Comme Ah, mais ça, ça, ce serait une augmenterait la très taille bonne du idée. marché et on sauverait les Mais auto-écoles. oui. Mais par contre, ça va nous coûter quand même un peu bonbon. Bon, allez, on peut-être va des gens sur regarder la route aussi. un petit budget. Et peut-être quoi? et on sauverait des auto-écoles et peut-être des gens sur la route aussi. Probablement. Peut-être aussi, il y a des chances, c'est quelques vies. Allez, on va parler maintenant des bières 100% locales en Bretagne. C'est un sujet que vous aviez abordé il y a quelque temps, Tout à fait. Sans transition. Olivier, sans transition. Alors- Ouais. Alors, à consommer avec modération et pas sur la route, évidemment, hein, pas avant de conduire, forcément. Virginie, on va donc faire un zoom sur une brasseuse que vous avez rencontrée. Oui, alors le hasard veut que lorsque donc Olivier avait fait son sujet sur les bières locales, j'étais en reportage justement chez une personne qui fait de la bière locale, mais vraiment jusqu'au bout. Mais on va voir ça aussi, puisque elle a choisi de cultiver son orge. Donc on va s'attacher strictement à la Bretagne pour redonner juste le petit paysage par rapport à la brasserie. Donc on le disait, hein, c'est un marché qui est très dynamique. Donc oui, et en Bretagne aussi, il fait partie des marchés les plus dynamiques français sur la bière locale, puisqu'on est passé d'à peu près une vingtaine au début des années 2000 à aujourd'hui quasiment une centaine de brasseries locales. Alors ce sont souvent, on avait parlé, hein, des micro-brasseries, donc certains vont sortir quelques brassins à l'année, d'autres régulièrement toutes les semaines, mais on va être plutôt sur des petits volumes. Moi je me suis rendue donc chez Rosen Mel. Rosen a 35 ans, elle s'est installée en paysanne brasseuse, puisque Ça existe, depuis ça. son... Paysanne Eh oui, brasseuse. ça existe. Il y a 4 brasseries en Bretagne qui sont sur le modèle de Rosen. Alors, ça signifie quoi d'être paysanne brasseuse? Eh bien, ça signifie qu'elle a 20 hectares de terres agricoles sur lesquelles elle cultive elle-même l'orge brassicole avec les coups de main des agriculteurs alentours. Elle cultive elle-même son orge brassicole. Une fois que son orge est récoltée, elle l'envoie pour que l'orge soit maltée. Donc c'est l'opération par laquelle on fait germer en fait la graine. Et ensuite elle récupère son malt et elle peut commencer à faire ses brassins dans ses cuves. On l'a vu. Donc Rosen s'est installée il y a environ 6 ans. Elle s'est installée sur 10 hectares. Aujourd'hui, elle a 20 hectares de terres agricoles et à l'année, pour se représenter un petit peu ce que ça représente, elle va emblaver, donc c'est-à-dire mettre en terre, enfin cultiver 3 hectares
hectares d'orge brassicole, le reste sert à faire des rotations. Puisqu'en plus, Rosenmel a choisi de s'installer en agriculture biologique. Donc, pour que son sol n'ait pas trop de maladies, on fait tourner l'orge brassicole sur différentes parcelles, on casse des prairies, on va mettre d'autres cultures ensuite. Et puis également, ça permet d'avoir le bon dosage en azote, puisque pour la bière locale, c'est un des enjeux. Il faut que l'orge brassicole soit de qualité pour pouvoir être brassée et pour pouvoir germer correctement. Donc de la bière vraiment régionale, c'est possible. Alors c'est possible, et Rosenmel fait partie d'un groupement qui s'appelle De la Terre à la Bière. Ce groupement de la Terre à la Bière, donc ce groupement existe depuis 2013. Au départ, il y avait 10 agriculteurs. Ils faisaient à peu près 60 hectares d'orge brassicole en Bretagne. L'orge brassicole, au départ, l'orge, dit orge de printemps, est une céréale qui va aussi dans l'alimentation animale, puisque les porcs en sont friands, puisque voilà, c'est une céréale qui est intéressante dans leur alimentation. Des agriculteurs avaient envie de repartir vers l'alimentation humaine. En face, il y avait des brasseurs. On peut citer par exemple Lancelot, qui depuis 1996 avait déjà fait une bière qui était biologique, pas forcément locale, mais voilà. En tous les cas, il y avait déjà les brasseries, donc comme Lancelot, comme Coref ou comme Brit, qui aujourd'hui s'appelle Brasserie de Bretagne, Sainte-Colombe également, qui n'est pas concernée dans le cadre de ce projet, mais voilà, il y avait déjà l'existence de ces bières régionales. Alors eux se sont regroupés, ces producteurs, en se disant on va essayer de fournir de l'orge brassicole à ces brasseurs. Et les brasseurs ont dit, OK, nous, on est partants. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que cette filière, c'est une centaine de producteurs mais qui ne cultivent pas tous les ans, puisqu'on a dit, c'est le principe des rotations. Ils sont tous aussi en agriculture biologique, donc ils font tous des rotations sur leur terre. 100 agriculteurs, là, il y en aura à peu près une soixantaine cette année qui vont emblaver de l'orge brassicole. Il y aura à peu près 700 hectares d'orge brassicole qui vont être cultivés. Cette orge est cultivée, donc, selon les principes de l'agriculture biologique, qui sont maltés en Bretagne. Il y avait une petite brasserie qui était une petite malterie qui était dans les Côtes d'Armor. Aujourd'hui, il y en a une plus importante. On l'a vu tout à l'heure, qui est à Saint-Avé dans le Morbihan et qui donc permet de malter l'orge breton pour le renvoyer ensuite vers les brasseurs. Et il y a une troisième malterie qui va ouvrir d'ici la fin de l'année dans le Finistère pour répondre à la demande. Et pour se donner une idée, ces 700 hectares d'orge brassicole, ça fait à peu près 6 millions de bouteilles de bière qui arrivent sur le marché aujourd'hui et qui peuvent être produits à partir d'orge brassicole. Et pour Rosenmel, ils sont 4 en Bretagne à la fois faire l'orge brassicole et à la fois être capables de faire leur propre bière et de la malter en Bretagne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Virginie. Ils sont où les 3 autres ? Alors, les 3 autres, il y en a une par département, donc Quéver dans le 22, Saint-Gravé dans le Morbihan. Et là, ils ont même la particularité de faire une partie de leur houblon. 50% du houblon qu'ils utilisent. Donc le houblon, c'est une plante qui va monter en hauteur. Donc il installe, c'est une plante grimpante. En fait, il récupère le bourgeon et c'est ça qui va apporter l'amertume. On avait parlé de la recette du houblon. Donc là, c'est vraiment l'ingrédient qui manque en Bretagne pour l'instant. Et le terroir ne s'y prête pas forcément. Voilà. Et la dernière se trouve dans le Finistère, le dernier paysan brasseur. Ouais. Et ne pas négliger l'eau, puisque dans la bière, la première des composantes, c'est quand même l'eau. Oui. C'est comme pour le whisky en Écosse, on est sous des sources très très pures. La qualité de l'eau influe beaucoup sur la bière. C'est très consommateur en eau quand même, il faut le dire aussi. Voilà. Mais bon, on va faire de la bière. Mais c'est, voilà, après on boit. Quoi. Il faut choisir l'économie locale et le soutien de l'économie locale, en tout cas. Ouais. Avec les malteries et tout. Merci Virginie, j'ai choisi. 100%. Vous me rendrez votre permis, je me permets. Ah oui, par contre. Voilà. Oui, monsieur l'agent. Merci justement Olivier, on vous retrouvera très bientôt. Avant de retrouver Yann Peca, auteur et photographe, qui nous rejoindra dans quelques instants, on va retrouver Billy qui repasse son permis. Et ça n'est pas une sinécure, vous allez voir. Alors Laurence, écoutez, ça y est, donc j'ai passé mon code, je ne l'ai pas eu tout à l'heure, plus de 15 fautes, donc ça c'est pas bon du tout. Et donc maintenant, on va passer à l'épreuve pratique de ce faux permis de conduire avec Morgane, donc ma monitrice auto-école, qui va donc me donner les consignes. Et donc maintenant, je vais repasser ce faux permis de conduire ce matin pour vous. Donc on est parti et à tout à l'heure alors. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu es bien installé? Je suis parfait. Impeccable. Les tac-tac, c'est mis. Les rétros, je suis nickel. On est bon. Et par contre, le frein à main, tac, ça s'éteint tout seul? Alors, pied sur le frein, tu débrailles à fond. Ouais, c'est bon. Tu tires vers toi, ça va t'enlever le frein à main. Voilà. Allez,
on est parti. À tout à l'heure, Laurence. Hop, 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 pas de main à l'intérieur du volant, Oh monsieur là là. Billy. On commence bien, on commence bien. Ouais. Alors, il n'y a personne, c'est bon. Bon, Donc là, normalement, je devrais avoir l'habitude parce que ça fait pratiquement 19 ans que j'ai mon permis de conduire. Hein. D'accord, bon, bah, impeccable alors. Donc je touche du bois, mais je n'ai pour l'instant jamais eu de... Alors, premier stop. Donc là, comme par hasard, on voit rien du tout. Mais normalement, je suis bon. Donc, hop là. Allez. Donc je me souviens qu'il fallait mettre les mains à 10h10. Ouais, alors plutôt 9h15 pour être vraiment 9h15. idéal. Mais bon, Alors... est-ce que tac, tu as tac. bien contrôlé avant de mettre ton clignotant? Non. Ouais, hein. J'avoue, j'ai pas contrôlé du tout. Donc là, je suis pas bon, je perds des points, je perds des points. Donc là, il y a un stop. Donc je m'arrête au stop, en toute logique. Alors par contre, quand tu t'arrêtes, on est d'accord qu'on ne s'arrête pas en première. Ah bon? On arrive en deuxième, on Ouais. s'arrête, on passe la première et ensuite on va Ah ouais. surveiller ce qui se passe. Moi, D'accord. je me suis toujours arrêté en première. Ouais, alors le risque évidemment c'est que, en fait finalement c'est que tu t'arrêtes pas au stop, c'est que tu fasses un petit stop glissé. Ah ouais. C'est ça, le risque. Donc la deuxième, on s'arrête et Voilà. on passe la première. On passe la première, on vérifie ce qui se passe autour de nous et voilà. Au final, je me dis qu'on devrait tous repasser Ouais, comme ça. surveille. Ouais, ça serait bien. Alors, tous on va repasser le prendre permis. à gauche. Ok. Donc là, comment je fais pour savoir si c'est 30 ou 50? Il y avait des panneaux de marqués? J'ai pas vu. Ah bah, comment on va faire J'ai là pas du regardé. coup Ah, ça, adapte, parce qu'il y a des ralentisseurs, donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Ah, il faudrait que idéalement? je ralentisse. Bah, Non mais ralentisseur, ralentir. là, vu qu'il n'y a personne, je me dis bon, peut-être que j'ai le droit. Non. Non. Et nous allons aller rentrer sur le parking du Prieuré. Alors, le parking du Prieuré, donc ce sera là, à gauche. Bon, il faut essayer que je ne cogne pas une voiture. Donc là, je vois toujours pas la voiture dans mon rétroviseur. Alors, on fait les manœuvres au rétro ou on fait en vision directe? Ah, je sais pas. En vision directe? Ouais, ça peut être pas Ah, mal. c'est hein. mieux? Ouais. Donc bah là, si je la vois, c'est bien, comme il faut. Tac, tac. Hop, 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 on s'arrête. Alors là, je suis pas Ouais. rentré dans la voiture, mais j'étais pas Ouais. loin. Donc là, je redresse et je refais ma marche arrière. Tac, tac. Alors, hop. Non, en fait, j'ai une pression alors que normalement, j'aurais réussi ça très très bien. Mais ça m'étonne pas. Donc j'essaye de mettre ça bien droit à peu près. Parce que là, sinon, tac, tac. Et vous avez pas, il n'y a pas les petits bip Non, bip non. et la caméra de recul, Non tout plus, ça. on est à l'ancienne. Ah ouais. Donc là, bah écoutez, je pense que je suis pas mal là. On va s'arrêter parce qu'il y a des arbres derrière. Ouais. Et voilà. Ok, on va Donc, immobiliser. J'éteins, non, j'immobilise. Ouais, on va Donc tu là, mettre le frein à main. Voilà. Ok. et je mets le frein. Donc du coup, bah, est-ce que j'ai mon permis ou pas? Est-ce qu'il est validé Morgane, ce Ouais, il n'y matin a pas eu de faute, y a pas eu de faute majeure, d'accord. Bon. Après, au niveau des vitesses, t'es pas hyper de savoir si tu es dans des zones 30, limité à 50. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de panneaux, hein, c'est pour ça aussi, hein, ça ne m'aide pas quoi. Soit, mais on voit bien quand même que c'est pas hyper, t'es pas hyper rigoureux, hein. Bon, j'ai pas Ouais. fait très très attention à tout ça. Mais au final, je l'ai quand même. Ouais, allez. Donc c'est bon, j'ai revalidé. Alors, le code de la route, je ne l'ai pas eu. J'ai revalidé mon permis, la conduite. Mais maintenant, il nous reste une troisième épreuve. C'est mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Donc, eh ben, on va aller, tout à l'heure, on se retrouvera, Laurence, pour faire vraiment la partie technique. Je ne sais pas comment ça Ouais, s'appelle. des vérifications. Bon, vérification. Donc là, le moteur, c'est ma partie. Allez, à tout à l'heure, Laurence. Merci Billy, à tout à l'heure. Je propose que vous nous donniez votre planning de sortie pour les jours à venir, qu'on reste chez nous. Merci. Parce que Billy, c'est du genre à répondre les questions du code au pif et à faire les créneaux à l'oreille. Oui. Donc, mais ouais. Allez, Yann Peca, auteur et photographe, nous a rejoint. Bienvenue à vous, Yann. On parlera de très jolies balades avec vous dans notre Bretagne la plus sauvage. Hein. Mais avant cela, on va évoquer notre santé et plus particulièrement l'endométriose avec Stéphanie Pontin. Bienvenue Stéphanie. Vous êtes naturopathe à Rennes. Oui. Alors d'abord, on va faire un petit rappel sur ce qu'est précisément l'endométriose. Oui. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique féminine qui touche au moins une femme sur 10. Au moins, ça veut dire au moins que une femme sur 10. voilà. Oui. Certaines ne sont même pas encore tout à détectées ou le diagnostic n'est pas posé officiellement. Ne tombe pas tout de suite, c'est ça. Et qui se caractérise majoritairement par des règles douloureuses. C'est le premier symptôme de l'endométriose. Et donc, je dis au moins une femme sur 10 parce que des règles douloureuses, bien souvent, on dit aux femmes que c'est une chose normale. Et il y a une errance de diagnostic qui peut être de 5 à 8 ans avant de 5 à poser 8 ans. l'endométriose.
Est-ce que ça veut dire que la médecine traditionnelle, entre triple guillemets, se trouve un peu à court de solutions et que du coup la naturopathie, ou en tout cas les médecines alternatives, comme on les appelle, peuvent apporter justement oui, c'est ça, parce qu'en fait, autre chose, une autre approche. Une fois diagnostiquée, en médecine conventionnelle, il y a beaucoup de limites. C'est une maladie qui est très mystérieuse et encore mal comprise. Il y a beaucoup de recherches dessus encore en ce moment. Et donc là, ce qu'ils peuvent faire, c'est couper le système hormonal, soit par un contraceptif, soit par des ménopauses artificielles à répétition. Mais c'est rare qu'on parle de l'hygiène de vie dans ce genre de cas, et pourtant. Alors vous, c'est l'approche que vous avez choisie. Vous êtes naturopathe à Rennes, on l'a dit. Vous recevez beaucoup de patientes qui sont justement face à cette maladie et qui ne savent pas comment en sortir ou tout au moins soulager les maux. Oui, tout à fait. Beaucoup de femmes viennent me voir à la recherche d'alternatives qu'elles peuvent mettre en place en parallèle de leur traitement médicamenteux. Parce que donc, il y a on ne les oppose pas, c'est important de le dire. Voilà, c'est apporter du confort en plus. On a une marge de manœuvre à la maison aussi. Des choses qu'on peut faire et mettre en place dans son hygiène de vie et avoir des améliorations. Alors, c'est justement ce que vous allez apprendre à vos futures stagiaires bretonnes, entre guillemets. Vous organisez un stage de 3 jours cet été en Ille-et-Vilaine. Oui, c'est ça. Un stage qui a un joli nom, très poétique, Les Belles et l'endométriose. Oui. Pourquoi Les Belles et l'endométriose, par rapport au dessin animé La Belle et la Bête. Comme dans le dessin animé, derrière la bête, finalement, se cache un prince, avec Amandine Coteau, la naturopathe avec qui on co-organise et on a co-créé ce projet. Oui, parce que c'est une histoire d'amitié à la base. Vous êtes connus dans votre formation en naturopathie, c'est ça? C'est ça, on a fait la formation naturopathie ensemble et puis c'est un coup de foudre amical et on continue à créer des choses ensemble dans ce projet qui nous tient toutes les deux très à cœur, et que donc derrière l'endométriose, pour nous, se cache un trésor, et que derrière la maladie, il y a un message à aller chercher. Alors pour vous, on peut tirer du positif d'une maladie. Complètement. Et c'est donc ce que vous allez enseigner à vos stagiaires. Vous allez les accompagner de quelle façon pendant 3 jours? Alors c'est 3 jours et demi en immersion, donc on est ensemble tout le temps, matin, midi et soir. Voilà. C'est les colos. C'est un peu une colo, c'est ça. Et donc il y a des ateliers, des conférences, beaucoup de temps d'échange, beaucoup de temps de partage. Nous, notre idée, c'est de semer des graines, un peu avec toutes les connaissances qu'on a en naturopathie, éveiller certaines consciences. Et puis, en immersion, c'est vraiment... parce qu'on peut aller voir des conférences tout seul, par-ci, par-là, mais là, on veut vraiment créer cette immersion, je le redis, mais de façon à ce que... de symbiose dans le groupe, voilà, pour amener à un épanouissement. C'est ça, qui est une zone de sécurité et de confiance, et que ces femmes puissent enfin faire tomber le masque qu'on a tendance à porter malgré nous. Et là, c'est que voilà, on puisse exister tel qu'on est vraiment. Se reconnecter à soi-même, c'est ce que vous proposez. Vous n'êtes pas dans la victimisation ou le fatalisme du tout? Alors, pas du tout. On le sent? Oui, pas du tout. Et alors, il y en a qui peuvent peut-être trouver mon discours un peu sévère. Mais pour moi, je sors complètement tout à fait de la victimisation, et je trouve ça plutôt, et j'aime le terme responsabilisation. Et je trouve que il y a beaucoup d'espoir là-dedans aussi, parce que si je suis responsable de mon état de santé, je suis responsable qu'il soit négatif ou positif. Donc je peux décider de faire peser la balance du côté positif. Et il y a des choses qui vous donnent raison, des chiffres même, parce que sur les 8 participantes du stage de l'an dernier, qui avait lieu à Paris, 3 sont devenues mamans quand même. 3 sont devenues mamans, et 2 il y a eu un déclic? 2 sont tombées enceintes entre leur inscription au stage et leur arrivée au stage. Alors que c'est la maladie de l'infertilité quand même à la base. Exactement. Tout à fait. Donc ce stage, il aura lieu à 45 minutes de Rennes, c'est ça, en direction de Fougères. Est-ce qu'il vous reste des places? Vous avez très peu de places. Alors on est en petit groupe, on sera un petit groupe de 9 personnes, et à ce jour, il reste très peu de places, 2. Il reste 2 places. Bon, alors il faut s'inscrire. On vous met le mail tout de suite. Vous allez sensibiliser au cycle féminin. Vous allez donner des recettes de tisanes spécifiques. C'est vraiment on chouchoute, quoi. En gros, c'est 3 jours pour se chouchouter. C'est 3 jours de bichonnage, remettre de la lumière et de l'amour dans une partie du corps bien souvent trop tabou de nos jours, et on n'en parle pas. Non, ça non, c'est pas grave. Faire sortir... les mots dans tous les sens du terme, MOTS et MAUX. Et on repartira avec son huile de massage personnalisée. Une huile de massage antidouleur personnalisée, donc avec de l'huile végétale, des huiles essentielles et toute une gamme de tisanes à utiliser au fil du cycle. Donc pour pouvoir l'utiliser au fil du cycle, il faut savoir dans quelle période on est dans son cycle féminin. Donc il y a toute une reconnexion à soi aussi à avoir. Et
c'est en ça avec Amandine que notre message, c'est que derrière l'endométriose, il y a peut-être un trésor. C'est que cette maladie, elle force, avec sa façon douloureuse et peut-être violente, à être à l'écoute de soi et à se reconnecter dans son ventre, là où on n'est plus trop. C'est un joli message à mettre en pratique très prochainement, donc cet été, près de Rennes. C'est pour un stage, les belles et l'endométriose, où les inscriptions peuvent encore se faire. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que c'est un mythe, le fait que quand des femmes sont régulièrement entre elles, sont très souvent entre elles, leur cycle se synchronise? Non, c'est vrai? Oui, c'est quelque chose qui se passe dans notre vie. Ou même dans des lieux de vie où il y a beaucoup de femmes qui vivent ensemble, il y a quelque chose qui se passe un peu magique, on ne sait pas, et leur cycle se concorde. Donc ça veut dire la synchronisation aussi des esprits C'est ça, ça se passe dans un autre niveau que physique. Il y a une communication qui se fait sous tout un tas de sphères et qui nous échappe, qu'on n'est pas obligé de comprendre. Mais, donc en 3 jours, là c'est trop court quand même pour se synchroniser. Pour qu'on ait tous les règles en même temps. Oui. C'est pour des questions techniques et tout. D'accord, on peut garder un peu son petit agenda. Oui. Donc c'est pas un mythe, Laurent. C'est pas un mythe, je vois ça. Allez, on va avant de retrouver Yann Pequin pour son très beau livre La Bretagne sauvage, on va se focaliser sur un coin de notre belle Bretagne également, qui est la vallée du Léguerre dans les Côtes d'Armor. C'est une semaine consacrée dans notre JT à cette jolie rivière. On va tout de suite commencer avec ce reportage de Jérémy Armand et Sandrine Ruot. Il ondule et serpente dans une vallée verdoyante sur près de 60 km. Le Léguerre, un joyau à l'état brut que ces jeunes pêcheurs apprennent à respecter. Et ça commence par le matériel utilisé. J'ai mis des hameçons simples, comme ça, pour que le poisson il souffre pas. L'épuisette, elle a des mailles en caoutchouc pour pas que le mucus il s'enlève de la truite. Et si on enlève le mucus, la truite elle peut avoir des maladies. L'éducation à l'environnement, c'est le fil conducteur de ce guide de pêche. Découvrir les espèces remarquables du Léguerre qui se cachent parfois sous une forme inattendue. Bon, tiens, à mon avis là-bas, vous avez vu sur le caillou là-bas? Une crotte de loutre. Ça sent un peu le miel et le poisson, c'est pas du tout désagréable. Vous différenciez les crottes de loutre avec la couleur? Alors non, pas tellement les couleurs, c'est juste que c'est une crotte qui n'est pas formée, tu vois. Et la loutre, elle a dû passer soit ce matin, soit cette nuit. La loutre d'Europe, une espèce protégée qui a failli disparaître. Elle trouve ici, avec beaucoup d'autres, un havre de paix. Il y a les espèces emblématiques d'une rivière sauvage. C'est-à-dire on est sur de la loutre, on est sur du martin pêcheur, on est on est sur du saumon, on est sur de la truite endémique, on est sur du chabot, du verron, on est sur de la lamproie marine, on est sur de la lauze, on est sur de la lamproie de plein air. Voilà, c'est vraiment le milieu de rivière rapide. Une faune, mais aussi une flore préservée, d'une grande diversité. Comme cette plante sauvage incontournable. Elle s'appelle Haie des ours, parce que les ours dans les Pyrénées, quand ils sortaient de leur hibernation, en fait, c'est la première chose qu'ils mangeaient. Ils en mangeaient plein. Mais au royaume des pêcheurs, un poisson est roi, le saumon. Voilà la vallée du Léguerre dans les Côtes d'Armor, un très joli coin que vous connaissez peut-être, Yann Pequin. Alors oui, j'y suis allé. Alors il n'est pas dans le livre parce que j'ai dû sélectionner parmi toutes les richesses qu'il y a en Bretagne, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits qui sont chouettes. Donc j'en ai mis toute une série, mais il n'y a pas celui-là. Il n'y a pas celui-là, mais il y en a plein d'autres. Alors vous êtes auteur et photographe. Après 4000 exemplaires de votre précédent ouvrage Vacances sauvages, vous venez de sortir justement aux éditions Tana ce très beau livre qui s'appelle La Bretagne sauvage. Combien de balades on peut y trouver? Alors des balades, il y a 5 grosses expéditions. Et dans chaque expédition, il y a des micro-expéditions. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un rythme pendant ces vacances, de ne pas toujours
de pas courir, on les fait à la vitesse que l'on souhaite, et elles alternent entre des petits moments un peu historiques, des petits moments beaucoup plus, on va dire, en rapport avec la nature, en rapport avec la connaissance des animaux aussi. Et puis essentiellement, aller dans des zones vraiment où il n'y a personne, quoi. Alors, vous avez dû vous faire engueuler un petit peu. Ah non, je veux pas qu'on parle de ce point-là, je veux que ça reste secret. Ouais, alors il y a beaucoup d'endroits qui sont des tout petits lieux. Tout le monde essaye d'avoir tout le monde a son petit endroit secret, on n'a pas envie de le dire. Et c'est vrai que moi, je mets un peu les pieds dans le plat, mais bon, il faut partager. Hein. Allez, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est une histoire de paysage, mais c'est aussi une histoire de famille, votre histoire finalement. Vous êtes parti en famille. Alors oui, en général, tout le travail photographique est fait donc à partir d'un petit camion, un petit combi Volkswagen. Et en fait, on se balade en Bretagne avec mes 3 enfants et ma compagne. Et puis, comme le livre précédent, Les vacances sauvages, on réfléchit presque ensemble à la construction du livre. J'essaye aussi d'impliquer un peu les enfants. Enfin bon, c'est un travail collaboratif. Et ils sont très contents après de voir le résultat. Le résultat est très sympa, vraiment chouette. L'idée, c'était également de parler pas uniquement des paysages, mais aussi de ce qu'ils racontent, ces paysages, de l'histoire. Voilà, vous ne voulez pas que ce soit gratuit, juste pour la beauté du lieu. Voilà, alors en fait, en Bretagne, comme dans d'autres régions, il y a le fil conducteur dans le livre, c'est d'aller dans des endroits, alors déjà parce qu'ils sont beaux, mais aussi parce qu'ils racontent quelque chose. Ouais. Alors par exemple, quand on va aller à Port-Salle, donc dans le Finistère, c'est là qu'il y a eu quand même le naufrage de l'Amo Cocadis. Et finalement, ce naufrage a eu des répercussions au niveau de la vision écologique en France complètement. C'est considéré comme une des premières prises de conscience de l'écologie pour les Français. On s'est rendu compte que c'est fragile. Et les images qui étaient hyper violentes de voir tous ces oiseaux mazoutés, ça a fait qu'il y a eu des lois qui ont été votées, il y a eu le pollueur-payeur qui a été mis en place. Ouais. Et donc, c'est aussi se rendre à un endroit et avoir des choses à raconter à ses enfants ou à ses amis, enfin à qui on veut, mais pas seulement être sur la plage et qu'elle soit magnifique, mais aussi voir ce qui a pu s'y passer. L'idée, c'est aussi de réveiller un peu le Robinson qui est en soi. Hein. Est-ce que vous avez des lieux coup de cœur? Parce que là, il y a plein de très beaux endroits. Hein. La baie des Trépassés, on voit Carantec, l'île Calotte, le Cap Fréhel, la Guimoret. Enfin... Alors là, c'est difficile de choisir. Il y a énormément de lieux coup de cœur. Après, ça dépend un petit peu dans quel état d'esprit on est sur le moment. Mais c'est vrai que quand on monte vers l'île Calotte, c'est un endroit... c'est magique. C'est magique, en fait. Ouais. Hein. Là, c'est le départ. Et la route, en fait, elle est immergée, là. Et à marée basse, en fait, on peut passer. Alors, ce qui est génial, c'est de se faire enfermer, c'est de louper la marée. Et puis, il n'y a pas trop le droit. Mais l'idée... on est prévenu quand même, il y a des pancartes. Faut être quand même assez prudent avec les marées. Mais et des îles comme ça, en Bretagne, je crois qu'il y en a 797. Donc, je crois. Je crois, non, je sais. Vous ne les avez pas toutes faites, pas encore. Non, mais en fait, il y en a une quarantaine sur lesquelles on peut aller. Il y en a beaucoup qui sont privées. Il y en a qui sont trop petites aussi. Mais à chaque fois, par contre, il faut faire très attention. C'est hyper fragile. Toutes ces petites îles en Bretagne, quand on y va, faut vraiment faire reprendre ses déchets. Enfin, elles sont fragiles, quoi. Donc, faut les préserver. Ouais. C'est aussi ça votre message. Est-ce qu'il y a des virées possibles sur une nuit ou sur plus longtemps? On peut trouver vraiment tout type de possibilités. Ouais, alors sur on peut partir d'une nuit à 1 mois et demi sans souci en enchaînant tout le livre. Je pense même que ça doit durer 3 mois. Je pense. Ah c'est pas mal. Après, je vais vous laisser, puis je reviens à la rentrée. Salut. Mais après, là, chacun peut avoir son rythme, en fait. Hein. Je donne des idées de temps, mais bon, après, on y trouve ce qu'on veut. Et puis, mais on peut facilement partir, ne serait-ce que quand on est à Rennes, on peut aller à 45 minutes d'ici, on peut aller voir un phoque. Et ça, c'est rigolo. Il y a un petit veau marin qui est sur la cale de Mordruc, donc pas très loin d'ici. Ouais. Et... le contact avec la nature, il est déjà très fort. C'est quelque chose qui fait du bien aussi. À côté de Saint-Malo, effectivement. En tout cas, il est dans les Côtes d'Armor, à Pleudihen-sur-Rance. Pleudihen-sur-Rance, voilà.
Est-ce que vous avez fait des belles rencontres également? Parce qu'on parle des paysages, mais c'est aussi les gens. Les gens, du coup, alors il y a des villages en centre-Bretagne, dont un qui me vient à l'esprit, c'est le village de Trémargat, qui est un lieu qui est en fait basé sur l'entraide, la solidarité, qui est un lieu assez alternatif et qui a été créé, mis en place par ce qu'on appelle des postes 68ards, finalement, qui ont été dans ce village qui était en train de démographiquement s'appauvrir. Et eux, ils sont revenus avec l'idée de prendre ensemble des terres, de prendre ensemble le commerce, de refaire revivre le village. Et ça va très loin, parce que maintenant, donc, même le maire, au niveau des élections, c'est assez... ça tourne, on n'élit pas quelqu'un, mais une liste et des idées, pour un peu enlever le charisme des gens qui peuvent se faire élire. Et puis, même au niveau de l'EHPAD, actuellement, je sais qu'ils réfléchissent à mixer les personnes âgées avec des plus jeunes. Enfin, voilà, c'est des endroits de réflexion. Et donc là, j'ai rencontré des gens et des idées, en fait. Et c'est assez chouette de voir comme la Bretagne est vivante dans ces terres. Et voilà. Après, il y a aussi le Père Jaouen. Je ne sais pas si vous... Bien sûr. Ça, c'est un endroit... donc, le Père Jaouen, c'est donc un prêtre qui a remis... tous les jeunes qu'il avait rencontrés, il était à Fresnes comme aumônier de la prison. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, mettre des jeunes entre quatre murs, c'était pas du tout la solution pour les aider à se réinsérer. Donc, il s'est arrangé pour récupérer un bateau, les mettre au travail, les mettre en mer, et puis faire que ils soient heureux, en fait. Et qu'au final, ça fasse revivre et donne de l'espoir à tous ces jeunes. Et actuellement, quand on va sur le chantier, qui est donc dans le livre, on peut trouver cet endroit. Et ça fait vraiment du bien de voir, parce qu'il y a encore tous ces jeunes qui réparent plein de bateaux et qui ont comme projet de partir. Et quand on arrive, à chaque fois, on est le bienvenu et la discussion se fait hyper facilement, quoi. On a un patrimoine naturel et humain. Ouais, humain aussi, vraiment fort. À découvrir dans ce livre, La Bretagne sauvage, aux éditions Tana. Marianne Peucat, merci beaucoup à vous d'être venue nous en parler. On sait maintenant quel guide on emmène cet été en vacances. Ah oui, voilà. ça donne envie. Il est super. Bon, Billy nous avait promis qu'il allait mettre les mains dans le cambouis. On l'attend, on va voir. Allez, Billy, à vous. Alors Laurence, voilà, nous revoilà maintenant dans cette matinée où je dois avoir le défi de repasser mon permis. Donc le code de la route, je ne l'ai pas eu du tout, plus de 15 fautes. La conduite, t'as été sympa, tu me l'as filé à peu près. Ouais. C'était pas trop mal quand même. Ouais. Franchement, j'étais à part quelques petites vitesses, mais bon. Et donc maintenant, on a une partie qui est la partie technique. Ouais, en fait, voilà, du coup, quand tu as fait ta manœuvre, l'inspecteur va te poser 3 questions. D'accord. D'accord. Donc là, par exemple, on a pris la petite question, donc toi, 72. Par exemple, ça serait montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Le produit lave-glace. Ouais. Donc ça, a priori, c'est là, dans le moteur. Donc il faut que j'aille ouvrir le Ça truc. serait mieux. Alors là, c'est devant. Donc, ça, je sais faire. Oh, du premier coup. Ouais, non, ça, je sais faire. Impeccable. Ça, c'est bon. Ça, c'est le genre de choses que je peux faire. Et donc, du coup, il faut ouvrir le petit bordel qui est là. Alors, ça doit être ici. Très bien. Voilà. Ça tient tout seul ou il y a un machin? Alors, il doit y avoir un machin pour le mettre dessus. Alors, là, est-ce qu'il tient? Non, il ne tient pas tout seul. Mais, il est là. Voilà. Voilà, je l'ai. Alors, le petit bazar qui se met là-dedans, je pense. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Et le liquide quoi? Produit lave-glace. Le produit lave-glace. Donc là, c'est facile, c'est un des petits machins là. Là, il y a un dessin de produit lave-glace. Ok. Donc ça, Bon, celle-là, elle est presque trop facile. Bon, à la rigueur, on va corser un petit peu. Okay. Plutôt le liquide de refroidissement, qui est quand même un organe très important. Le liquide de refroidissement. Donc ça, c'est... Alors, attention, tac, tac. Donc ça doit pas être ça, je pense pas. Non, c'est quoi celui-là? Moi, je dirais c'est la petite boule là, parce que je crois que c'est ce truc-là. Ouais, d'accord. C'était quoi celui-là? Ça, c'est le liquide je sais pas. Je sais pas du tout. Lave-glace, on a dit là. Ouais. Refroidissement. De l'huile, non? Ah bah non. Elle est où l'huile? L'huile, c'est là. Ah d'accord, ok. Ici. Ouais. Non, mais il sert à quoi le Alors, petit bazar là? alors il n'y Je en a pas 36 000. C'est écrit dessus en plus, comme le port-salut. Maximum, danger. Non. Liquide de frein. Ah, ouf. Liquide Bon. de frein. Et donc- Oui, très important. Ouais. Ah, Bon. et là, j'avais oublié que ça, on pouvait remplir ce Ouais. truc-là. Et donc liquide de refroidissement, il est... Liquide de refroidissement, là, c'est la bouboule. Ouais, d'accord, ok. Donc après, il te pose une deuxième question. Par exemple, quel est le danger si l'on complète le niveau de liquide lorsque le moteur est chaud, par exemple? Alors ça, Ouais. le danger, Ouais.
Quand il est chaud, c'est que ça explose, je crois. Alors peut-être pas exploser quand même. Non, mais hein. ça peut cramer, quoi. Ouais. Alors pas cramer non plus. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh ben, ça fait de l'ébullition, ça fait de la vapeur. Ouais. Et donc, et ton moteur, enfin pour toi, qu'est-ce qui va se passer si tu l'ouvres? C'est sous pression. Voilà, sous pression. Et donc tu peux éventuellement brûler. Voilà, il y a un petit risque. Pour moi. Voilà, risque de brûlure. Pour moi, c'est me brûler voilà. si je mets le produit. Et pour la voiture, si on n'en a pas assez de liquide de refroidissement? Eh ben, on va serrer le moteur. Ouais. Alors peut-être pas serré, mais. On va l'abîmer. Ouais, parce que serré, ça sera plus par rapport à l'huile. À l'huile. Et le moteur. Eh ben, il va pas pouvoir se refroidir. Voilà, surchauffe anormale, effectivement, du moteur. Ok. Et puis après, il y a toujours une question maintenant, premier secours. Est-ce que tu peux me dire comment arrêter, par exemple, une hémorragie? Arrêter une hémorragie. Ouais, arrêter une hémorragie. Comment est-ce que tu ferais? Arrêter une hémorragie. Eh ben, secours. Avec une hémorragie. Ça dépend où c'est. Non, mais là, allez, simple. Alors une hémorragie, je fais un garrot. Non? C'est pas possible ça? Bah une hémorragie, je sais pas, une pression dessus. Ah voilà, ça, un point de compression. J'ai vu ça à la télé. Un point de compression avec un chiffon propre, éventuellement, et on fait effectivement la compression. Ok, c'est une hémorragie. Ouais. Bon, t'es pas très au fait non plus là. Non, je suis pas bon là non plus. Hein. Ouais, va peut-être falloir. Donc je pense Laurence qu'il va falloir que je reprenne quelques cours quand même d'auto-école pour pouvoir repasser ce permis que j'ai eu il y a 19 ans. Ouais. Et effectivement, je pense, en voyant cette matinée là, je me dis que c'est très important aujourd'hui de faire une petite piqûre de rappel. On peut le faire en auto-école ça? Ouais, bien sûr, ouais. Et ben donc voilà, donc petit conseil à tout le monde. Quand on a le permis depuis des années, et ben une petite piqûre de rappel, ça fait de mal à personne. Donc à bientôt Laurence pour un autre défi. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup Billy, effectivement, mais vous n'êtes pas le seul, vous en faites pas. On doit tous, je pense, vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, et puis Billy, après ce coup de stress quand même suite au quiz, tu sais où aller maintenant dans une petite crique pour aller te détendre dans la nature sauvage bretonne. Et puis également avec le stage... oui. Vous pouvez nous redire les dates de ce stage? Du 22 au 25 août. Du 22 au 25 août pour le stage Les Belles et l'endométriose, mais ça, c'est pas pour Billy, par contre. Hein. Allez, on vous souhaite à tous une très, très, très belle journée. En vue d'une prochaine émission, nous recherchons vos témoignages sur la dyslexie. Alors, si vous avez apprivoisé votre dyslexie, venez nous en parler. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche ocm.bretagne@francetv.fr. Et puis, si vous avez du courage, vous nous appelez carrément, on vous répondra. 02 99 01 74 13, toujours avec le sourire. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain mardi autour de l'AOP, les appellations d'origine contrôlée. Nous vous dirons tout. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.